Alors, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Benjamin Kounen, je suis développeur dans la team UX R&D chez OVH. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis chez OVH. Je fais pas mal aussi de projets perso sur le côté. J'ai notamment fait une appli mobile pour gérer les services OVH qui s'appelle MyInfra sur mon temps perso. Et récemment, là, j'ai développé un chatbot en fait qui permet de parler à sa voiture quand elle est connectée. Donc savoir combien elle consomme, est-ce que j'ai assez d'essence pour aller à Lille ou des choses comme ça. Donc c'est pas le premier chatbot que j'ai fait avec OVH. Et du coup, vu que je fais pas mal de projets perso, j'aime bien partager tout ça et discuter avec d'autres personnes qui sont intéressées sur mon Twitter. Et quand j'ai des bouts de code qui peuvent servir à d'autres personnes, j'hésite pas à le partager via GitHub. Donc pour un peu mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, on va dire, on va rappeler un peu ce que c'est un chatbot. En fait, un chatbot, en réalité, c'est pas si nouveau que ça. C'est juste qu'en ce moment, c'est un buzzword, comme je disais tout à l'heure. Euh, Avant, on avait sur IRC, par exemple, on avait des bots. Pour ceux qui ont connu IRC, on avait des bots, on pouvait poser des questions et ça restait assez simple et les réponses basiques. On a aussi Elisa, qui est en fait le premier bot qui a passé le test de Turing. En fait, le test de Turing, c'est un test qui regarde, qui voit si, quand on parle à ce bot, si nous, on a l'impression que c'est une machine, il passe pas le test de Turing, en fait. Il faut qu'on a l'impression de parler à un humain. Et ça, c'est le premier bot qui a réussi à passer ce test. Aujourd'hui, maintenant, c'est assez facile de passer ce test-là. Il est d'ailleurs pour les devs, il est intégré dans Emacs normalement encore maintenant. Du coup, ce qui diffère par rapport à avant des chatbots maintenant, c'est que avant ils apprenaient pas au fur et à mesure, ils apprenaient pas de nouvelles formes de phrases pour comprendre une intention. Maintenant, ils apprennent au fur et à mesure avec l'intelligence artificielle, ils s'améliorent de jour en jour. Et, euh, et du coup, les systèmes étaient assez basiques avant. Maintenant, ça devient de plus en plus évolué. Et surtout, c'est de plus en plus accessible au final pour les développeurs. Euh, En fait, enfin, à force, en développant des chatbots, je me suis rendu compte que il y a certains aspects qui changent totalement. Donc, par exemple, l'expérience utilisateur par rapport aux applications qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qu'on appelle l'UX, le design et tout ça. Ça change totalement. Avant, le design, c'était quoi? C'était les couleurs, les formes, comment on va présenter l'application. Maintenant, dans un chatbot, il y a ce qu'on appelle le design conversationnel. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on va le tutoyer? Est-ce qu'on va vous voyer? Est-ce qu'on va se faire passer pour un robot ou on se fait passer pour une personne? Donc ça, c'est vraiment différents aspects. D'ailleurs, pour les applications, on parle de GUI, donc Graphical User Interface, et de plus en plus pour les bots, on parle de CUI, Conversational User Interface. Et, euh, et donc, ouais, il y a cet aspect qui est en train d'évoluer. Il y a pas mal de papiers écrits là-dessus, d'ouvrages et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et aussi, un autre aspect plutôt sympa, c'est que, et j'y avais pas pensé à la base, c'est à force enfin, quand on a commencé à utiliser mon chatbot, c'est que, en fait, il n'y a pas de limite, il y a pas de bouton, il n'y a pas d'interface, donc l'utilisateur, il peut demander ce qu'il veut. Donc, c'est super bien parce que ce qu'on n'a pas développé, en fait, l'utilisateur, il va nous donner des idées, il va poser des questions et donc ça va nous donner des idées. On va se dire, ah ben oui, mais en fait, c'est super bien. Typiquement, pour la voiture, on me demandait souvent quel temps il fait dehors. Bon, c'est un peu bête de pas regarder son thermomètre et de plutôt demander à sa voiture. Mais bon, du coup, pourquoi pas ajouter cette fonctionnalité-là. Et dans les chatbots, on distingue deux catégories, plus ou moins. Il y a des chatbots qui sont dits statiques. Donc, par exemple, que ce soit Pierre ou Jean qui pose une question au chatbot, la réponse sera la même. Donc, ça ne sera pas personnalisé. Par exemple, dans le cas d'OVH, si on demande où est-ce qu'on peut consulter ses factures, on va toujours répondre le même lien, un lien vers le guide et un lien vers l'espace client. Donc ça sera toujours la même chose que ce soit X ou Y qui pose la question. Donc ça, c'est plutôt les bots statiques. Et on a ce qu'on appelle les chatbots dynamiques qui, eux, en fait, par exemple, quand un client nous dit mon site ne fonctionne plus, eh ben, là, on va regarder, on va lui demander quel site, et en fonction du site, ça sera une réponse bien personnalisée pour l'utilisateur. Euh,
Et en fait, on se rend compte, et les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, se dirigent de plus en plus vers ça, c'est des assistants virtuels en fait. C'est que pour moi, les chatbots, selon moi, c'est un peu les prémices de tout ça, c'est que on tend vers ça, on le voit bien avec Amazon qui a lancé son Amazon Echo. Donc c'est un appareil qui permet de parler dans sa maison, il nous répond, on peut lui poser plein de questions, ça se connecte à des API externes comme la télé, Spotify, etc. Google aussi se lance avec Google Home et son système de Google Assistant. Et d'ailleurs, Google a sorti un papier il n'y a pas longtemps qui expliquait sa vision du moteur de recherche, en fait, comment il voyait l'évolution du moteur de recherche. Et en fait, il disait clairement que eux, ce qu'ils voyaient, c'était vraiment un assistant virtuel, plus un moteur de recherche en mode je lui tape des mots-clés et il me donne une liste de résultats en fonction des mots-clés. C'est vraiment via l'assistant virtuel qui va commencer à apprendre à nous connaître et il va nous donner juste une réponse. Et si elle n'est pas bonne, on lui en demande plus, mais généralement, ils essayent de s'arranger pour que la réponse soit correcte. Donc ça va vraiment plus être un moteur de recherche comme on l'entend aujourd'hui, mais vraiment un assistant, quoi. Du coup, chez OVH, pourquoi on s'est dit qu'on allait faire un chatbot? Bah, pas juste pour le buzzword et pour faire parler de nous sur Twitter, hein, ni pour amuser les clients. On s'est dit qu'on allait essayer de les aider, de répondre à leurs questions plus rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au support OVH, il y avait des questions en fait, qui étaient posées souvent les mêmes, et on pouvait y répondre de façon automatique en fonction des données qu'on avait dans nos API. Il ne nécessitait pas forcément d'y avoir un humain derrière. Donc on pouvait diagnostiquer par rapport à nos API le problème rapidement. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On s'est basé sur les trois routes causes d'appel pour le support OVH, juste pour la catégorie hébergement web. Et ces trois routes causes, en fait, c'est des macros. Donc, par exemple, la première, elle est assez large. C'est qu'on a salut OVH, mon site fonctionne plus. Bah, c'est assez large. On se rend compte que si on regarde de façon plus microscopique derrière, il y a par exemple ces erreurs 500. Donc là, c'est des erreurs de programmation que le support OVH ne gère pas. Donc là, par exemple, le chatbot lui répond directement que ça sert à rien d'appeler le support, qu'on va pas l'aider pour ça. On a des problèmes de zone de configuration de zone DNS, donc il y a un nom de domaine qui pointe pas sur la bonne IP. Et là, maintenant, en fait, via le chatbot, on lui dit directement qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et on lui dit, par exemple, ton domaine, il doit pointer sur cette IP-là. Et en plus de ça, on lui fournit un guide et directement le lien vers l'espace client pour qu'il aille corriger le problème. Donc c'est beaucoup plus direct que de le faire par téléphone, d'expliquer, ah, vous devez aller dans tel endroit dans l'espace client, cliquez là, cliquez là. Donc là, il a la réponse directement, il ne doit même pas faire la file d'attente au support. Et c'est instantané. Donc il y a plein de soucis comme ça qu'il arrive à gérer. Et donc on est vraiment parti de ce principe-là. Donc ça, c'était pour mettre dans le contexte. Donc pour faire un MVP de chatbot, un MVP en fait c'est le minimum pour avoir un chatbot qui est assez intéressant et exploitable. Donc on a besoin d'abord qu'il comprenne ce qu'on lui dit, qu'il ait une compréhension du langage. On a besoin d'avoir la plateforme de communication. On ne va pas discuter avec lui via un terminal ou en HTTP ou avec du code. Donc on va peut-être plutôt préférer passer par Facebook Messenger, Slack ou des messageries équivalentes. Et ensuite, on a besoin qu'il ait une certaine intelligence pour les réponses. Donc, pour qu'on lui dise comment corriger son problème sur son site internet, ça fait partie de ça. Alors du coup, on va avoir pour la compréhension du langage, on va avoir une phase de traitement du langage. Alors c'est un système, généralement c'est le même système pour tous. Après, il y a différents réglages pour optimiser et tout ça. C'est un algorithme qui s'appelle le Natural Language Processing. On appelle ça un NLP en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une phrase en entrée. Il va détecter différents types de mots. Donc on a des déterminants, des pronoms, des verbes, des noms communs. Et ces mots-là, il va déjà supprimer la ponctuation, par exemple. Une virgule, ça ne sert pas forcément à comprendre l'intention de la phrase. Il va retirer aussi les déterminants.
Quand il a fait cette phase-là, après, il va mettre les mots sous sa forme canonique. Donc, par exemple, quand c'est au pluriel, il le met au singulier. Quand c'est un verbe conjugué, il le met à l'infinitif, et, etc. Et donc, grâce à ça, le système NLP, à la base, on lui fournit une certaine base de connaissances. Sinon, il ne peut pas déduire tout seul ce que veut dire la phrase. Donc, par exemple, si on veut lui apprendre l'intention weather, donc, qui veut dire temps en anglais, on peut lui apprendre les 3 phrases du style quel temps il fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il fait chaud, et donc ça déjà c'est une première base de connaissances. Avec cette base-là, et du coup, et le système NLP qui va trouver les mots, bah, là j'ai expliqué en bref, mais en fait après il va chercher dans des dictionnaires de synonymes et tout ça, les mots qu'il arrive à ressortir, et ben il pourra trouver ce qu'on appelle l'intention de la phrase. En fait, il y a différents concepts en NLP et c'est sympa de les connaître parce qu'ils sont communs à tous les systèmes NLP que je vais présenter après. Le premier concept, c'est l'intent, l'intention. En fait, c'est quoi l'intent? C'est le sens global de la phrase. Donc, typiquement, quel temps il fait aujourd'hui, on l'appelle weather. On choisit le nom de notre intention. Ensuite, il y a un deuxième concept qui s'appelle les entities. Donc, une entity, c'est quoi? Par exemple, ici, on a la phrase I want to go to Paris tomorrow. On a Paris, qui est la ville, en fait, c'est une city. Et on a tomorrow, qui est une date. Dans l'autre exemple, à droite, on voit un exemple qui est dans le chatbot OVH. Mon site, benjamincounen.ovh, est cassé. benjamincounen.ovh, en fait, c'est une entity qu'on a appelée 8URL. Donc, en fait, c'est une variable qui est dans la phrase pour une intention donnée. Donc, ça a une intention, un sens global, mais on peut affiner cette intention et ce qu'on va faire de cette intention avec des entities, donc des paramètres. Si on devait faire le parallèle entre le développement informatique et ça, c'est que l'intent, c'est le nom de la fonction, et les entities, c'est les paramètres de la fonction. Donc, voilà. Ensuite, du coup, en fait, c'est NLP, on peut très bien le faire soi-même. Quand j'avais fait mon chatbot perso, c'était pour m'amuser techniquement. Donc j'avais lu quelques ouvrages, j'avais commencé de façon très simple et après j'avais augmenté la complexité et on pourrait très bien le faire nous-mêmes en fait. On peut le faire nous-mêmes, c'est pas un problème, c'est pas inaccessible, il suffit de lire quelques ouvrages et de le coder, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, quand j'ai commencé à avoir des utilisateurs sur mon chatbot, j'ai eu un problème, c'est que je faisais plus que ça, c'était régler mes algorithmes, régler le scoring et essayer d'améliorer ça. Mais derrière, ça ajoutait pas de nouvelles fonctionnalités pour l'utilisateur. Donc c'est du travail un peu fantôme où on voyait rien de visuel qui était fait. Du coup, ce que je me suis dit, c'était que si je voulais ajouter de nouvelles fonctionnalités, il fallait plus que je passe de temps là-dessus. Et que en plus, ces NLP maintenant, on a des services qui le font mieux que nous, des boîtes qui font que ça, qui sont spécialisées. Et donc, j'arriverai jamais à la cheville de ces boîtes-là, ça sert à rien que je me batte. Et en plus de ça, comme ça, je pourrais allouer du temps pour vraiment les fonctionnalités pures. Et donc, j'en ai testé plusieurs. Je vais les présenter ici, du coup. Le premier que j'ai utilisé, c'est 8.ai. C'est une boîte française à la base, qui a été rachetée par Facebook il y a 2 ans, je pense, environ. Alors, ce qui est bien avec 8.ai, c'est au final qu'il est simple. L'interface, elle est super simple, on la comprend directement. Et en plus, il est performant. Il n'y a pas de latence quand on recherche une intention ou une entité. Il n'y a pas de latence. Par contre, il n'y a pas énormément de fonctionnalités. Et en fait, ce système-là, avant-hier, il y a eu un reportage sur 7 à 8, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Facebook. Et ils vont sortir un nouveau système en Europe. Là, c'est déjà aux États-Unis, qui en fait intervient dans vos conversations sur Messenger, du style si vous dites demain on se rejoint là-bas, il va vous proposer de mettre un rappel, on met un rappel demain. Il arrive à comprendre les phrases qu'on lui dit. Et donc ça, ils appellent ça le bot M. Et en fait, ce bot, il fonctionne grâce au système de 8.ai derrière. C'est intéressant de voir que même Facebook l'utilise. Donc. Après, il y a API.ai, qui lui, il est géré par Google. Alors lui, il fonctionne bien aussi. Il est peut-être un petit peu plus lent,
Mais par contre, il a énormément d'options. Il a vraiment beaucoup plus d'options. Il offre même des intégrations directement avec des services comme Messenger, comme Slack. Donc par exemple, pour faire des bots statiques, où c'est toujours la même réponse, bah, quelqu'un de non technique, non développeur pourrait très bien même faire un chatbot avec API.ai. C'est directement clé en main. Et ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas besoin de développer forcément du code derrière si on veut faire un truc qui reste statique et pas trop compliqué, quoi. Et ensuite, il y a recast.ai. Alors, je l'ai utilisé que pendant un week-end pendant un hackathon, donc je connais pas plus que ça ses possibilités. Je sais que c'est français, ça reste français, ça a pas été racheté. Et je sais aussi que l'équipe, elle est super réactive. Quand on a des questions, ils répondent directement. Quand on détecte des bugs, ils les corrigent rapidement. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est que leur interface pour construire les conversations, elle est plutôt sympa. C'est en mode drag and drop avec des blocs et tout ça. C'est plutôt pas mal fait. Alors, maintenant qu'il comprend ce qu'on lui dit, qu'il comprend les intentions, on va pouvoir lui fournir une plateforme de communication, donc un truc un peu plus user-friendly. Si on fait le parallèle avec les applications, en fait, c'est un peu l'UI de notre application, en fait. Et dans ces plateformes de communication-là, il y a deux catégories qui ressortent. C'est les messageries plutôt écrites, où on écrit pour se faire comprendre. Donc là, par exemple, on a Slack, on a Messenger, on a WhatsApp ou Skype. Et on a aussi les messageries plutôt en mode assistant, comme je disais tout à l'heure, en vocal comme Alexa, Google Assistant, Siri. On a aussi la Web Speech API sur Google Chrome pour ceux qui connaissent. C'est plutôt sympa. Et au final, le principe derrière reste pareil parce que les assistants vocaux font la retranscription en texte. Donc derrière, votre code, il est pareil en soi, à quelques changements, mais votre code, il est pareil parce qu'en fait, ils fonctionnent tous de la même manière. C'est que pour pouvoir atteindre votre code, on renseigne dans la configuration de notre chatbot, par exemple Messenger, on lui renseigne ce qu'on appelle un webhook. Donc c'est une route de votre API, une URL de votre API. Et dès que la messagerie va détecter un événement, il va faire un post sur cette route, un post HTTP sur cette route pour vous notifier de l'événement. Après, ça peut être message lu, message envoyé. Et c'est comme ça qu'on interagit avec. Et après, de façon asynchrone, c'est pas la réponse du webhook qui va fournir la réponse du chatbot. C'est à nous après de faire des posts sur leur API respective. Donc au final, même pour les assistants, ça reste la même chose. Ils s'occupent de faire la retranscription vocale et écrit et dans le sens inverse aussi. Du coup, on a le workflow d'une conversation assez simple pour un chatbot statique, donc qui répond toujours la même chose, mais vraiment toujours la même chose là pour le coup. Il comprend même pas les intentions là. On a un utilisateur qui envoie un message sur Messenger par exemple, Facebook. Là, je montre l'exemple du chatbot OVH. Il fonctionne aussi sur Slack, mais ça peut être n'importe quoi. Et il envoie sur notre API le code qu'on a développé. Je reviendrai après là-dessus en détail. Et nous, avec notre API, on lui envoie une réponse, on fait un post HTTP sur l'API de Facebook. Donc là, dans ce cas-là, il répond toujours la même chose. Il faut bien comprendre ça. Du coup, maintenant qu'on a la plateforme de communication, on va pouvoir lui donner un peu d'intelligence, d'où la slide, et pour qu'il réponde correctement. Et par exemple, pour lui fournir l'IP sur laquelle il doit pointer ou des choses comme ça. Alors pour faire ça, là, il y a le workflow de la conversation, il change un peu, parce qu'il y a l'API qui rentre en compte, il y a le système de NLP, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est toujours l'utilisateur qui envoie un message sur Messenger, qui fait un post sur notre API avec le webhook qu'on lui a renseigné. Et nous, dans l'API, à nous d'aller chercher sur API.ai, donc le système NLP, ici j'ai mis API.ai parce que sur le chatbot OVH, on utilise ça. On va chercher, on lui donne la phrase qu'on nous a envoyée. Il nous renvoie l'intent avec les entities adaptées. Et ensuite, en fonction de l'intent, on va, ou pas, parfois ou non, on va rechercher les infos sur l'API OVH.com. Et on va rechercher des infos dans la base de données MongoDB pour les infos utilisateurs, par exemple, ou des choses comme ça.
L'API OVH.com, on l'utilise comme si on était un client, donc on n'a aucun privilège à être OVH en interne. Donc n'importe qui de vous, vous pouvez très bien développer ça chez vous aussi. Et c'est agnostique de la technologie. Ici, on utilise pour l'API, on utilise du Node.js. La base de données, c'est du MongoDB, mais on peut mettre du Postgre, du Redis. Enfin, on peut utiliser du Python pour l'API, on s'en fout, quoi. C'est de l'HTTP. Et ensuite, après, on envoie la réponse toujours sur Messenger ou sur Slack ou ce qu'on veut, quoi. Et donc, là, pour l'instant, comme je disais, on s'est vraiment attardé sur essayer de répondre avant le support, d'être un premier pare-feu, on va dire, pour le support. Mais on a plein d'idées avec ce chatbot, en fait. On a énormément d'idées. Ce qui nous manque, c'est un peu le temps. Par exemple, on a envie de faire un genre de monitoring de service. Si vous avez un serveur qui un jour a un pic de trafic et qui a des latences au niveau du réseau, on aimerait bien vous avertir via le chatbot en vous disant votre serveur Intel, il a des problèmes au niveau du réseau, il faudrait peut-être y regarder. Ou du CPU ou ce qu'on veut. On aimerait bien aussi, pourquoi pas, faire des conseils pour la commande, parce que chez OVH, on a beaucoup de produits, et parfois les gens sont un peu perdus. Et du coup, vous arrivez sur le chatbot, vous dites j'ai envie d'un site, ok, pour combien de personnes plus ou moins par jour, combien de visites, qu'est-ce que vous allez en faire? Et du coup, à la fin, ce qu'on aimerait, c'est vous générer un bon de commande avec les produits dont vous avez besoin. Donc ça peut être sympa aussi. Et en règle générale, on aimerait bien l'utiliser comme canal de notification vers le client. Par exemple, une promo qui vous intéresse ou un problème sur notre réseau, chez nous, sur notre infra. Et ça peut très bien être utile pour ça aussi. Et en fait, je vous explique tout ça parce que nous, on a des idées, on a plein d'idées, mais sûrement que vous avez encore plus d'idées. Et du coup, vous êtes peut-être en train de vous dire, ah ouais, ça serait cool si en fait j'avais ce truc-là pour me dire mon serveur tombe en rade à tel moment. C'est pas encore dispo. Mais nous, on a rendu le chatbot open source, en fait, parce que justement, on se dit, bah, nous, on s'amuse aussi avec ça, donc pourquoi pas la communauté OVH, les clients OVH pourraient très bien s'amuser avec ça aussi. S'ils ont envie d'avoir un monitoring de leur service via le chatbot ou un truc d'alerting, pourquoi pas, pourquoi pas proposer au client de le faire lui-même. Et en plus de ça, du coup, il devrait même pas hoster le code, ni avoir un serveur qui mouline et qui regarde l'état du serveur, parce que ça serait nos infra, on s'en occupe, et en plus de ça, il peut en faire profiter toute la communauté OVH. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, on l'a rendu open source, on a fait une petite documentation, on a mis tout un système de Docker et Docker Compose pour le lancer assez rapidement, et il y a des tutoriels. Alors, j'ai forcément pas parlé encore de la phase de déploiement et de test en fait parce que pour un chatbot ça reste quand même assez douloureux. Par exemple, généralement on a envie de tester le chatbot, peut-être que vous avez essayé chez vous, de faire un POC et en fait ce qui est chiant, enfin moi ce qui m'ennuie, c'est que quand je fais un POC j'ai pas envie forcément d'investir de l'argent pour tester quoi. Si ça se trouve je vais faire un truc et puis demain je le jette quoi. Mais c'est juste je vais essayer pour voir ce que ça vaut. Et en fait, un chatbot, ça demande pas mal de choses. Un nom de domaine, parce qu'il faut HTTPS aussi, parce que forcément, nos conversations passent par là. Donc, Facebook et Slack, ils veulent pas qu'on donne autre chose qu'un endpoint HTTPS. Donc, ça nécessite une IP publique, un serveur, une base de données, pourquoi pas. Donc là, tout ça, ça devient coûteux. Et pour un POC, on peut pas le laisser sur notre ordi et le faire lancer comme ça et tester, quoi. C'est moins drôle. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que, en fait, avec les services bêta qu'on a chez OVH, on peut très bien essayer de faire ce POC-là et le faire de façon gratuite au final. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Euh, Et en fait, chez OVH, on fournit des services. Je vais la remettre tant que je parle parce que je l'aime beaucoup. On fournit des services en bêta. Et comme c'est en bêta, on se dit, bah ok, on va le fournir gratuitement. Comme ça, les clients le testent. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est génial. Tout le monde est content. Alors, j'ai fait deux versions. Il y a une version presque gratuite et une version entièrement gratuite. Pourquoi j'ai fait deux versions? Parce qu'en fait, la version entièrement gratuite, on ne peut pas le faire encore dès aujourd'hui. Parce que ça utilise un nouveau produit qu'on va sortir et qui n'est pas encore
ouvert au public. Pour l'instant, c'est une bêta en interne. Donc là, c'est la version presque gratuite. Par exemple, pour la base de données, on peut très bien utiliser le SaaS Database OVH, qui est en bêta aussi et qui est gratuit. Pour l'API, on peut l'hoster sur un serveur cloud, un public cloud OVH. Là, par contre, c'est payant, mais c'est pas très cher. Pour les noms de domaine, on va sur OVH.com. Le point OVH, il coûte pas cher, donc c'est plutôt cool. Pour l'HTTPS, on a un service qui s'appelle SSL Gateway. Il y a une offre payante et une offre gratuite. Mais avec l'offre gratuite, on est bien, quoi. Et franchement, c'est super top. J'ai testé moi sur mon temps perso et c'est pour ça que je tenais à en parler parce que c'est super bien. On a juste à lui indiquer une IP et un nom de domaine. Et en fait, il fait tout seul. Il nous envoie un mail genre 3-4 heures après en disant ah, ben, dans ta config DNS, tu modifies ton entrée DNS là et tu mets cette IP là. Et voilà, tu as HTTPS, c'est réglé. Tu dois pas t'occuper du renouvellement Let's Encrypt parce que forcément derrière, c'est du Let's Encrypt. Et donc tout est managé par OVH, on n'a rien à faire. Ça, c'est plutôt cool. Après, pour les bonus, pour les logs, on a Log Data Platform qui est aussi gratuit, il y a une offre Discover, et Metrics Data Platform. Et on a une version entièrement gratuite. Alors, on a toujours avec la base de données, mais par contre, on a Function as a Service. En fait, c'est un nouveau service qu'on va sortir chez OVH, qui est pour l'instant en bêta interne. Donc nous, on l'utilise, on le teste pour nos besoins, et il va bientôt être externe. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est une fonction du code. Pour l'instant, ça fonctionne en Node.js, en Perl et, euh, et, et en Python. Et en fait, ce que ça fait, c'est que c'est une fonction qui a un trigger. Donc le trigger, je ne connais pas de tous, mais je connais qu'il y a Kafka. Il écoute une queue Kafka. Et il y a HTTP du coup. Et quand c'est HTTP, en fait, ça devient une route sur laquelle on l'appelle et qui est déclenchée à chaque fois qu'on fait un get ou un post sur cette route. Et du coup, Function as a Service, ça nous fournit directement un nom de domaine parce que ça nous fournit une URL en HTTPS. Donc ça, c'est déjà ça de gagner. On a toujours les petits bonus qui sont sympas. Et donc ça, c'est vraiment purement gratuit. Alors du coup, vu que c'est pas encore dispo en externe, on va faire une petite démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que ça peut être intéressant. Du coup, non. Alors, ok. En fait, Function as a Service, ils nous fournissent une CLI, donc un exécutable dans la ligne de commande qui nous permet de déployer notre portion de code sur l'infra OVH. Alors comment ça se passe? Là je l'ai fait en Node.js parce que ça va vite et que généralement tout le monde comprend. On va faire plusieurs étapes. Ouais, d'ailleurs j'ai pas recommenté mon code, on va le faire tout de suite mais c'est pas grave. Donc comment ça fonctionne? On exporte une fonction, on l'appelle Notify, on peut l'appeler comme on veut, tant qu'on l'indique bien dans le fichier de configuration que je vais montrer après. Cette fonction, elle prend par contre obligatoirement en callback un event et du coup un callback pour redonner la main au système. Dans l'event, on a la méthode get par exemple, et on a la méthode post, pour l'instant, juste get et post. Ensuite, par exemple, je vais décommenter ça. Pour le callback, c'est juste renvoyer la main avec en premier paramètre l'erreur, s'il y en a une, et en deuxième, le message. Alors, je vais recommencer tout. J'ai pas fait, c'est de ma faute. Alors, pour la première step, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chatbot qui ne parle pas du tout. Il répond à rien, en fait. C'est très utile. Là, c'est le fichier de configuration que je vous disais tout à l'heure pour déployer sur Function as a Service. On a le nom du fichier avec la fonction, le nom de la fonction. Donc là, j'ai montré tout à l'heure, c'était Notify. On a le langage, la fonction handler, et ça, c'est l'environnement avec tous les paramètres. Du coup, ok. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir les logs. Donc là, par exemple, c'était les logs de ce que j'ai déjà fait auparavant. On va déployer. Donc quand on veut déployer, en fait, on fait juste un deploy et ça déploie tout seul. Il nous donne même l'URL qui reste toujours la même, je précise.
Cette URL, en fait, je l'ai déjà renseigné comme webhook dans la configuration Messenger. Donc ici, par exemple, merci à ceux qui me parlent. On va lui dire coucou ou blablabla, blabla, et normalement, il ne nous répondra pas. Sinon, c'est qu'il est très très intelligent. Donc là, il répond pas. Donc c'est pas très utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apprendre à répondre. On va pas trop lui donner d'intelligence dans un premier temps. On va toujours lui dire de répondre la même chose. C'est plutôt un petit peu plus utile. Mais et qu'est-ce qu'on va lui faire répondre? On va lui dire coucou petite perruche. Alors comment ça se passe? Ici, data, c'est le body du post HTTP. Est-ce que tout le monde voit en fait? Vous voyez bien au fond? Ouais, c'est bon. Ça, après, c'est la structure d'un message Facebook, ce qu'il envoie. On parcourt toutes les entrées et tous les messages dans la structure. Bon. Et on vérifie que ça vient bien d'une page. Parce qu'en fait, on doit créer une page pour avoir un chatbot sur OVH et parler à cette page pour parler au chatbot. Et donc là, j'ai décommenté ce code. Est-ce que j'ai pas oublié de... Non, c'est bon. Ok. Donc moi, j'ai fait une petite fonction ici qui, en fait, ça fait un post. Bien sûr. Ok. Ça fait un post sur l'API Facebook, juste un post avec l'ID du destinataire et le message texte. En fait, sur Facebook, on peut aussi envoyer des boutons, des maps de Google Maps ou des choses comme ça. Bah forcément, la structure sera différente. Ici, je me limite juste au texte. Donc ici, en fait, je lui renvoie l'ID de celui qui m'a envoyé le message pour lui répondre et je lui envoie mon texte ici. Donc, le texte est très utile, comme on peut le voir. Et encore une fois, c'est très simple. J'ai juste à faire un deploy pour déployer sur Function as a Service d'OVH. Donc là, c'est déployé. Alors, est-ce que ça va faire l'effet démo ou pas? Je vais lui dire coucou. Et normalement, il va me répondre coucou petite perruche. Qui est très intéressant. Mais par contre, il va toujours répondre la même chose, malheureusement. Bon. Maintenant, on va lui donner un petit peu plus d'intelligence. On va lui donner ce NLP là qui va permettre de comprendre l'intention en fait. Et le NLP, moi, ce que j'ai utilisé ici, c'est API.ai qui fournit un package. On lui donne son token. Il est content, ça fait tout pour nous. C'est plutôt cool. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'était accessible, c'est que ça l'est. C'était pas un mensonge. Donc, comment ça fonctionne? API.ai, on l'appelle avec le texte que l'utilisateur nous a envoyé. Lui, API.ai, il va trouver l'intention. C'est lui qui s'occupe de tout. Et il nous trouve l'intention, qui lui appelle action. Mais par contre, c'est une intention. Il appelle intention dans son interface, mais dans le code, il appelle action. Il faut chercher la logique, c'est pas... voilà. Pourquoi pas? Et du coup, ici, moi, j'ai fait une intention qui s'appelle hosting number. Donc, en fait, je l'ai appelé comme ça parce que l'intention, c'est combien j'ai d'hébergement web OVH. Et j'en ai fait une autre qui s'appelle thanks, ici. Et je lui ai appris des phrases, en fait. Donc ça, c'est la base de connaissances que je lui ai dit. Que je vous disais tout à l'heure, je lui ai appris je te remercie, merci beaucoup, merci. Donc il sait que je te remercie, merci beaucoup, merci. Bon, l'exemple n'est pas top parce qu'il n'y a pas différentes formes. Mais il sait que ça, il doit le rattacher à cette intention-là. Et dans API.ai, quand je disais qu'il y avait pas mal de fonctions sympas, on peut directement lui mettre des réponses prédéfinies. Ça sera toujours la même chose en fait. Il ne va pas aller chercher des données sur l'API OVH.com pour dire merci, quoi. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, on se dit, ok, bah, je sais que ça va répondre ça ou ça. Donc en fait, on peut directement lui fournir des réponses. Donc ça, c'est sympa. Et pour l'intention, j'ai combien d'hébergements web, donc hosting number, je lui ai appris j'ai combien d'hébergements web, combien d'hébergements web j'ai chez OVH et combien de sites j'ai chez OVH. Donc ça, il saura rattacher l'intention. Par contre, je ne lui ai pas donné de réponse prédéfinie, parce que ça, il a besoin d'aller chercher la donnée sur une API externe. Ça ne sera pas toujours la même chose. Donc, pourquoi je vous montrais ces deux types différents? Parce que ici, en fait, j'ai mis un petit if qui regarde s'il a l'objet fulfillment. En fait, fulfillment, ça va être les réponses que j'ai prédéfinies. S'il détecte qu'il a ces réponses prédéfinies, ben moi, j'ai pas besoin de faire du process en plus, d'aller chercher la donnée dans une base de données ou autre.
Donc, en fait, ce que je lui dis, c'est que, ok, tu détectes, tu renvoies directement la réponse qui est prédéfinie. Je vais montrer après un exemple, quand on lui parle au chatbot, il va m'envoyer directement. C'est pour ça on voit pas le thanks, l'intention thanks dans mon code, en fait. Elle est directement faite au niveau d'API.ai. Et sinon, s'il n'a pas de fulfillment, donc dans le cas de hosting number, on va ici et on check cette intention. Et là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est qu'il me donne un nombre aléatoire d'hébergement web chez OVH. Donc, je vais lui demander plusieurs fois et il va me donner à chaque fois un nombre aléatoire. Donc, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je redéploie. Là, c'est super rapide. Et donc, je lui dis par exemple combien j'ai d'hébergement web chez OVH. En fait, vous voyez peut-être pas tous là. Si, vous voyez? Ok. Et là, il me répond, vous avez 5 hébergements. Donc, combien j'ai de sites web chez OVH? Normalement, si l'aléatoire joue bien son rôle, il va me dire un autre chiffre. Et à chaque fois, il va me dire un autre chiffre. Et pour le merci, je ne l'ai pas développé, j'ai mis aucune réponse dans mon code. Et pourtant, il sait me répondre, c'est avec plaisir. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que quand on n'a pas besoin d'accéder au code, typiquement pour des, pour des liens vers de l'espace client ou des choses comme ça, moi, je vais pas à chaque fois aller dans le code et rajouter ce lien. Et donc, c'est le support qui le fait lui-même maintenant. Il va dans API.ai, il remplit les réponses prédéfinies ou les aides prédéfinies, quand c'est toujours le même pour n'importe qui. Eh ben, c'est plus à moi de le faire, ça sera au support de le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me décharge, ça me fait plaisir. Euh, voilà. Et donc, là, il nous répond à un nombre random. Donc, c'est toujours pas super utile. On aimerait bien qu'ils nous fournissent la vraie information. Donc, on va se connecter à l'API OVH. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un NPM aussi, mais ça fonctionne aussi pour les autres langages. On a pour Go, on a même pour du Rust, on a pour de tout. Et donc, ça fonctionne super bien. C'est qu'on a juste à lui dire, OK, je vais faire une méthode get sur /hosting/web. Je lui ai fourni au préalable, d'ailleurs, j'ai bien fait d'y penser parce que je n'avais pas décommandé. Je lui ai fourni au préalable mes infos du compte, mes tokens et tout ça. Et donc là, il va rechercher les infos. On a mon nombre d'hosting. Et donc là, maintenant, je lui dis, vous avez autant de hébergements web chez OVH. Donc là, par exemple, j'ai choisi de vous voyer la personne. On pourrait le tutoyer. Enfin, c'est à vous de choisir. Ça aussi, il faut y penser. Il ne faut pas parfois les vous voyer et les tutoyer parce que moi, je le faisais au départ et ça choquait les gens. Moi, ça ne me choquait pas, mais ça choquait les gens. Donc, c'est sympa à savoir aussi. Et donc, pareil, je redéploie. Un petit peu plus lent. OK. Et donc, maintenant, si je lui dis... Eh ben, il me dira toujours la même chose, du coup. Parce qu'il va chercher la donnée sur VHCOM et qu'il ne l'invente pas et ne me donne pas de la donnée random, sinon c'est inquiétant. Et donc voilà, là il est un peu plus intéressant et intelligent. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez accessible, n'importe qui peut en faire et puis ça va assez vite à faire au final. Après, il y a différents aspects à prendre en compte. Du coup, si vous voulez un peu vous renseigner sur comment nous on l'a implémenté plus en détail, j'ai écrit un article technique sur le blog OVH. Je vais partager les slides après sur le groupe Meetup. Et il y a un autre article qui a été écrit en partie avec moi sur la mise en open source du chatbot OVH.